Ok, faut absolument qu'on parle de ça. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez les Looney Tunes? Sans doute les personnages les plus emblématiques du 7e art qui ont su traverser les époques sur bientôt un siècle. Et à part la souris de la concurrence, on va pas se mentir, il y a quand même peu de licences qui ont duré aussi longtemps et qui n'ont pas pris de ride. Pour connaître la genèse des Toons, il faut remonter jusqu'aux fin des années 20, où la firme aux grandes oreilles lancera les Silly Symphonies, et notamment la danse macabre. Ce qui est très intéressant, mais on reviendra dessus quand on parlera du rongeur. En tout cas, face au succès de ces courts-métrages musicaux, d'autres boîtes veulent se lancer dans l'aventure, dont notamment... Frérot, autre frérot. Alors, la Warner, oui, sauf que, comme toujours, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans un premier temps, la Warner va se concentrer sur la production de 5 courts-métrages qui mélangent animation et prise de vue réelle, se basant sur quelques chansons populaires du moment. 5 courts-métrages connus sous le nom de Spoonie Melodies, mais qui ont été un échec complet. C'est pour ça que la firme se tournera vers Léon Schlesinger, le fondateur de Pacific Title and Art Studio en 1919, qui s'occupait de faire les panneaux pour les films muets. Mais les films parlants commençant à arriver, il sent que le vent va tourner pour son affaire et fonde un studio sobrement appelé Léon Schlesinger Productions. Schlesinger et Warner avaient d'ailleurs déjà bossé ensemble, notamment pour produire The Jazz Singer, le tout premier film parlant de l'histoire du cinéma. Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one, some folks have none. Le type, il est quand même passé de spécialiste dans les cartons de films muets à précurseur du cinéma parlant. Si ça, c'est pas un grand écart dont même Jean-Claude serait fier. Et donc, la Warner lui demande une série à la hauteur de celle de chez Disney. Et le mieux pour ça, c'est d'aller directement voir la concurrence. C'est à ce moment que vont rentrer en scène deux hommes, Huck Harman et Rudolf Ising, tous deux anciens de chez Disney, voire même d'avant Disney puisqu'ils bossaient déjà pour l'Othogram Studio, le premier studio de Walter. Mais encore une fois, on en parlera plus tard. Après avoir quitté le papa de Mickey en 1928, ils fondèrent leur propre studio d'animation, baptisé tout aussi sobrement Harman Ising Pictures. Donc, maintenant qu'on a le studio, le producteur et les animateurs, on peut lancer la machine. C'est quand même bien fait. Harman et Ising s'associent alors avec Fritz Verlang, un autre ancien de chez Disney, pour créer le premier Toons de l'histoire, Bosco, un enfant noir portant un chapeau melon. Et je suis sûr que ce personnage ne vous dira absolument rien. Et pourtant, il n'a pas moins de 48 courts-métrages à son nom entre 1929 et 1938. Et qui se démarquera de sa concurrence car le personnage chante et parle en même temps, alors que Disney en était toujours à des parties uniquement musicales. La Warner, en voyant le résultat, commande 2 séries de courts-métrages, la première étant Looney Tunes et l'autre Merry Melodies. Il y a une différence entre les deux? Les différences, elles sont assez maigres, à tel point que, quelques années plus tard, les deux appellations fusionneront. Mais elles existent bel et bien. La première différence, c'est que les Looney Tunes seront en noir et blanc, alors que les Merry Melodies seront en couleur. La seconde sera beaucoup plus sur le fond, les Looney Tunes étant basés sur l'humour et les personnages récurrents, alors que les Merry Melodies seront comme les Silly Symphonies, basés sur la musique. Mais en dehors de ça, les deux sont interchangeables. Fritz dira lui-même qu'il ignorait s'il travaillait sur l'un ou l'autre, et que, de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est une vraie citation. Le studio se lance donc dans la production de courts-métrages d'animation, inventant au passage de nouveaux personnages. Et c'est ainsi qu'en 1935, naît un cochon un peu bègue. Redler Holland Pig, surnommé Porky, est sans doute l'une des figures de proue de la firme, étant connu pour son bégaiement qui clôturait les épisodes. Celui qui attend de moi que j'entame la conversation doit s'attendre à une longue attente. Mais le cochon n'a pas commencé sa carrière comme ça, puisqu'on le retrouve pour la première fois comme élève dans I Haven't Got a Hat, un court-métrage de Merry Melodies, dans lequel il partage l'affiche avec Beans et Little Kitty, les deux chats, Oliver Owl, le hibou, ainsi que Ab et X, les deux chiens relativement espiègles. Et déjà, le porcinet possède sa prosodie si particulière. Ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à aligner 3 mots sans les charcuter. Notre cochon est donc ici à l'école avec ses camarades de classe, avec qui il vivra quelques aventures
et principalement avec Beans, en devenant l'acolyte du chat. Et on va voir que cette position, c'est un rôle qui va le tenir pratiquement toute sa vie. Et pour ce qui est de Beans, il n'est pas impossible qu'on en reparle un jour parce qu'il a indirectement inspiré 2 autres séries de la Warner. Nous c'est Yako et Wako. Je suis Doc, leur petite sœur. Tout porte à croire d'ailleurs que cette joyeuse troupe s'est rencontrée avant les bancs de l'école, puisqu'on les voit déjà jouer ensemble alors que leurs parents se rendent sur la côte ouest des États-Unis. Et, chose inhabituelle pour un Toons, Porky est aussi l'un des rares à avoir une famille. En l'occurrence, un père nommé Phineas et une mère dont on ignore le nom, qui s'installeront comme fermiers une fois arrivés à destination, ainsi qu'une tripotée de frangins, Peter, Patrick, Percy et Portis. Même s'ils vont et viennent aux besoins du scénario, Porky héritera également d'une autruche de compagnie. Parce que... quoi de plus normal comme animal? Essaie toujours d'organiser une course d'autruche avec une seule autruche. Une fois arrivés dans l'ouest, notre cochon et son camarade de chat en profiteront pour faire une bonne vieille ruée vers l'or, avant de s'engager pour la guerre. Ça a très vite escaladé. Il finira par quitter cette bande, qui tombera dans l'oubli à part quelques caméos ici et là, pour vivre ses aventures en tant que citoyen modèle, quoique toujours un peu naïf. Ainsi, il pourra parcourir toute la ville afin de rendre un réveil oublié par son propriétaire. Un geste qui aurait pu faire plaisir si le type n'était pas un poseur de bombes et si le réveil n'était pas la bombe en question. Patron, je l'ai trouvé. Mais il sera toujours là pour aider ses proches. Ainsi, lorsque la ferme de son père est au bord de la faillite, il n'hésitera pas à devenir livreur de lait pour gagner un peu d'argent, et ainsi commencer une série de petits boulots pour les années à venir. Il deviendra l'assistant d'un forgeron, pompiste, garde forestier, avant d'avoir carrément ses propres compagnies. Il prendra notamment la casquette de déménageur, métier dans lequel son autruche reprendra du service en tirant son van, ou d'entrepreneur en construction, un métier où il se trouvera un rival en la personne de Dirty Dig, puisqu'il le rencontrera de nouveau lorsqu'il sera conducteur de locomotive. Fort heureusement, Porky saura également s'entourer, ayant comme nouvelle amie Gabby Goat, une chèvre colérique qui contraste avec le côté assez calme du cochon. Et ce n'est pas la seule personne dans son entourage, puisque maintenant nous allons parler d'amour, Porky ayant une petite amie, Pétunia Pig. Oui, comme chez Disney, les petits amis et les petites amies ont souvent le même nom de famille. Si vous voulez mon avis, c'est quand même une sacrée coïncidence. D'autant plus que la famille de Pétunia et celle de Porky sont en guerre façon Roméo et Juliette, laissant donc présager que la ville est trop petite pour accueillir 2 cochons. Renie ton père et refuse le nom qu'il t'a transmis, ou si tu ne veux pas, fais serment de m'aimer, je cesserai d'être une Capulet. Pétunia n'est d'ailleurs pas en reste puisqu'elle pourra se montrer terriblement courageuse, n'hésitant pas à affronter les kidnappeurs de son petit ami. Retournons à notre bon jambon qui excelle également dans le sport, ayant gagné des matchs de lutte ou des courses automobiles. Bref, si tout est bon dans le cochon, ce cochon est bon en tout. Cependant, il quittera ses boulots divers et variés pour se lancer à l'aventure, parcourant le monde et ses merveilles. Et je pourrais aussi dire ses dangers, mais il ne semble pas s'en rendre compte. Ainsi, lorsqu'il fera équipe avec un certain chat Sylvestre, ce dernier le sauvera de tous les dangers auxquels il pourra être confronté. Mais on poursuivra également son parcours jusqu'en Égypte, où il rejoindra la fameuse Légion étrangère et devra affronter un terrible Ali Baba et sa bande de 40 voleurs. Ta gueule, hein? Cependant, son voyage le plus connu restera sans doute celui vers la région reculée de Zinzinville, en plein milieu de l'Afrique à la recherche du dernier des dodos, à 1 ou 2 spécimens près. Yes, I'm really the last of the dodos. Ain't I, fellas? Le tout pour obtenir la modique somme de 4 sextillions de dollars. C'est un 4 avec 12 zéros derrière. Par contre, depuis quand Porky c'est un chasseur? Ben, en fait, malgré la bonhomie de ses débuts et de la suite de ses aventures, Porky a aussi été un chasseur et un pêcheur à ses heures perdues, pour un résultat qui n'était pas toujours satisfaisant. D'ailleurs, c'est lors de l'une de ses parties de chasse qu'il va tomber sur un drôle de vilain petit canard. Avant de passer à la seconde partie, on va un peu continuer notre historique sur la création des Toons. Parce que les courts-métrages gagnant en popularité, le studio s'agrandit et accueille de nouvelles têtes. Ainsi, on y retrouve notamment Bob Clampett et Chuck Jones.
Deux artistes dont on aura l'occasion de reparler lorsqu'on s'attardera sur leurs personnages phares. Mais on retrouve également Frank Taslin, qui avait déjà travaillé à l'écriture d'un court-métrage mettant en scène Laurel et Hardy, et qui quittera l'animation pour le live, avec entre autres un vrai cinglé de cinéma, qui marquera le dernier film de Jerry Lewis et Dean Martin. Bon biscuit pour chien, c'est tout ce qu'il y a de pain. Je l'aime follement, j'en suis très gourmand. Il rend l'œil brillant, mon poil si luisant. Mais le nom le plus important de l'équipe restera sans doute un certain Frédéric Bean Avery, surnommé Tex, un jeune Texan qui rêvait de travailler dans la bande dessinée. Mais ne trouvant aucun emploi dans le domaine, il prit sa valise et alla vers la Californie pour se lancer dans l'animation, pensant qu'il aurait le temps de travailler sur sa BD pendant son temps libre. En fait, je suis devenu enseignant parce que j'avais l'espoir d'avoir un petit peu de temps libre pour composer. Je suis compositeur, c'est mon vrai métier. Il se fait d'abord engager par Universal, où il trouve son mentor, Walter Lantz, un animateur connu pour un petit pivert au cri si particulier. Ensemble, ils travaillent sur les courts-métrages d'Oswald le Lapin Chanceux, la première création d'un certain Walt Disney. Une histoire qu'on va garder pour une prochaine fois. C'est aussi lors de cette période qu'il rencontrera sa future femme, Patricia Johnson, et qu'il deviendra Borg à cause d'un accident d'agrafeuse. Ce sont des choses qui arrivent. Il finira donc par être engagé par Léon Schlesinger pour diriger la troisième équipe des studios, avec Clampett et Jones sous ses ordres. Ensemble, les trois hommes vont pratiquement définir les Toons de l'âge d'or tels qu'on les connaît. C'est notamment eux qui vont donner à Porky sa morphologie finale. Mais ils vont aussi définir des codes qui seront assez simples. Vous voyez ce que fait Disney avec les courts-métrages d'animation? Ben vous faites tout l'inverse. Je suis pas sûr que ça soit passé comme ça, mais vous avez l'idée. En tout cas, en 1937, après avoir fait de Porky Pig la figure de proue des Looney Tunes, Tex Avery allait créer un nouveau personnage qui allait, à nouveau, voler la vedette. Daffy Dumas Duck. Oui, son second prénom c'est Dumas. Et oui, c'est en référence à Alexandre. Fait sa première apparition dans Porky's Duck Hunt, un court-métrage où notre cochon fait son meilleur score sur le célèbre jeu de la NES. Et on me dit dans l'oreillette que ce jeu n'était pas encore sorti à l'époque et que ça n'a rien à voir. Ici, Porky va bel et bien faire une partie de chasse classique et tomber sur un os. De canard. Et à ce moment, notre canard a tout d'un vrai canard, que ce soit en termes de taille ou de comportement, et surtout, il n'est pas l'antagoniste de l'histoire, mais le vrai héros qui arrive à battre le chasseur. À ce moment, il se distingue par deux caractéristiques qui ne le suivront pas forcément dans l'avenir. Le premier, c'est son cri si particulier. Un cri qui n'est pas sans me rappeler celui d'un autre oiseau. Ouais, je crois que l'un s'est un peu aspiré pour le coup. Un cri qui sera utilisé dans un peu moins de la moitié des courts-métrages centrés sur le personnage. La dernière apparition étant dans Speedy Goes to Town. L'autre caractéristique, c'est son animation explosive qui deviendra la marque de fabrique de Tex Avery une fois qu'il partira pour la MGM. Une animation qui sera l'origine du succès de Daffy, les gens n'ayant jamais vu de personnage animé comme ça. Si bien qu'à la sortie de la séance, tout le monde parlait du canard en occultant le porcin. Mais Daffy Duck va rapidement changer et gagner de nouvelles caractéristiques. Ainsi, dans un premier temps, il va rejoindre l'armée à l'instar de son concurrent Donald, n'hésitant pas à se moquer directement du moustachu excentrique d'Allemagne pour faire sa propagande. Allez, la suite. Envoie le dessin animé. Mais après ça, il va devenir beaucoup plus intelligent et machiavélique, perdant malheureusement son côté de héros. Comme cette fois où il incite Porky à quitter son travail chez la Warner afin de prendre sa place. Chose assez cocasse puisque c'est exactement ce qu'il a fait dans le cœur des gens à cette époque. Il devient donc un antagoniste pendant un temps, mais comme bien souvent dans ce genre de cartoon, il devient aussi la victime du héros. On le présente comme étant arrogant et jaloux de ses adversaires, mais bien souvent ses plans sont voués à l'échec, et c'est rarement de sa faute. On peut facilement dire qu'on est là face à l'un des personnages les plus malchanceux de l'histoire, ce qui, automatiquement, lui fera encore plus gagner en sympathie auprès du public. Comme un certain Coyote d'ailleurs. Mais Daffy, il n'est pas que le rival malchanceux. Il va aussi être le héros de ses propres histoires, en prenant un tout autre rôle. Ou plus vite, plein d'autres rôles.
En compagnie de Porky, on le verra ainsi en Robin des Bois, Canard des Bois, Dick Tracy, Doug Tracy, Sherlock Holmes, Dorlock Holmes, le Mouron Rouge, ok là je l'ai pas, ou bien entendu l'un des personnages les plus connus, Buck Rogers, héros de bande dessinée. Rebaptisé Duck Edgar Dumas Aloysius Dodgers, le héros du 24e siècle et demi, notre canard est en réalité cryogénisé à notre époque pendant 3 siècles avant d'être réchauffé par le docteur IQ. Je suis une couturière. Et il se présentera comme étant un véritable héros du 21e siècle, alors qu'en réalité, il n'était qu'un simple waterboy pour une équipe de football. Mais comme visiblement, dans le futur, les archives semblent être tenues par un économiste de RTL... Et il invente Game & Watch, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah nous on va connaître ça sous le nom de Game Boy. Bah ils l'ont cru et il devient le héros devant sauver la galaxie de l'Empire Martien. Enfin, principalement de l'Empire Martien, parce qu'il y a un paquet d'autres adversaires qui semblent en vouloir au monde connu. C'est moi le général Katsukassan, et dans une minute je vais te pulvériser en 1000 morceaux dans l'espace. L'Empire Martien, il est surtout représenté par 3 personnages, les commandants X2 et K9, ce dernier étant un chien, c'est dire à quel point cette armée part gagnante, les deux travaillant pour le compte de la reine Tyrannie. Au moins, il y a une recherche sur le jeu de mots, cette dernière ayant des sentiments pour notre Anatidé préférée, ce qui ne plaît pas au commandant qui a également eu une aventure avec elle. X2 ou K9 ? X2, ça me rassure. Parce que pour toi, une relation avec un chien est plus dérangeante qu'une relation avec un canard. Dit comme ça, j'avoue. Et bien entendu, Duck Dodgers ne serait rien sans son acolyte, le jeune cadet de l'espace, à savoir... Capitaine, vous auriez une seconde? Le jeune cadet de l'espace, un personnage au passé assez incroyable, puisqu'il serait le monarque de la planète Swidus 9, et potentiellement celui qui a mis fin à la famine dans le monde. Mais il est fort probable que ce soit juste d'énormes mensonges pour impressionner les gens. Enfin, personne n'est jamais allé vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Et Daffy, en tant que figure héroïque, ne va pas s'arrêter là, puisqu'il récupérera d'un certain Hal Jordan un anneau vert. Et c'est ainsi qu'est né le personnage de Green Lantern, membre officiel du Lantern Corps, l'une des équipes de super-héros de l'univers DC. Voici donc comment ce canard est devenu la nouvelle figure de proue de la Warner. Tantôt antagoniste, tantôt héros, mais toujours peureux, jaloux et égoïste. Et il l'est toujours resté jusqu'à aujourd'hui. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Pour continuer notre petite chronologie des Toons, on va maintenant parler de Ben Hardaway. Ben, parce que le monde est petit, et surtout parce qu'il n'y avait pas trop de choix à l'époque, a également travaillé pour Disney durant une année, avant de faire un petit tour du côté des studios Dub Iwerks. Encore une fois, on le garde pour plus tard. Il est donc engagé par Léon Schlesinger afin de remplacer Fritz Ferlang, parti faire The Captain and the Kids pour la MGM. Et ce, en même temps que Cal Dalton. Cal Dalton était connu pour avoir bossé sur la version animée du Magicien d'Oz de 1933, avant de rejoindre les studios Schlesinger. Et même s'il était censé diriger l'équipe de Frelang, il s'est toujours senti mis un petit peu de côté face à l'expérience d'Hardaway. Une seconde, je vais aller chercher. Ferme la porte, tu veux, John? Ensemble, les deux hommes vont sans doute créer le court-métrage le plus important du studio, Porky et le lapin malin, dans lequel on découvre un lapin malicieux. Porky a quand même réussi l'exploit de promouvoir 2 fois le personnage qui le surpassera. Alors, pas tout à fait, car s'il est bien question d'un lapin, on est là face à Happy Rabbit. Un personnage qui aura dans sa première apparition le même rôle que le canard, allant jusqu'à avoir un autre prototype du cri de Woody Woodpecker. L'histoire se répétant, le personnage sera très apprécié du public et réutilisé à 3 reprises, dont la dernière marquera les débuts d'un autre célèbre chasseur. Après ça, celui qu'on appelle le prototype de Bugs Bunny raccrochera les pattes, en s'offrant quand même un caméo dans Roger Rabbit, juste ici. Il faudra donc attendre l'année 1940, avec un chasseur sachant chasser de Tex Avery et de Chuck Jones, pour que le célèbre lapin devienne celui qu'on a toujours connu. On remplace son nom de Happy Rabbit, proposé par Mel Blanc, la voix officielle du personnage, et à l'époque d'à peu près tous les Toons, pour celui de Bugs Bunny, en référence au surnom de Ben Hardaway. Son surnom c'était Bugs, pas Bunny. On lui change aussi son look en s'inspirant de Max Air, le lièvre du Lièvre et la Tortue version Disney,
On lui fait tenir sa carotte en référence à Clark Gable dans It Happened One Night. Et pour ce qui est de sa célèbre phrase, Quoi de neuf, docteur? Il s'agit là d'une private joke de Tex Avery, ayant l'habitude de la dire avec sa bande de potes à l'école. Et c'est ainsi que le lièvre remplaça le canard. Bugs est un personnage très particulier dans l'univers des Toons, en cela qu'il est le seul dont les plans fonctionnent. Ça, il le doit à son caractère rusé et audacieux, qui lui donne souvent un avantage contre ses ennemis. D'ailleurs, certains le critiquent comme étant arrogant et impétueux, alors qu'en réalité, il se définit lui-même comme nonchalant et imperturbable. Cependant, comme le disait l'oncle Ben... Je me suis cassé la gueule. Pas le bon extrait. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ainsi, en étant celui qui gagne ses duels et dont les plans fonctionnent toujours, il ne pouvait pas être un vrai héros. Parce que, on va pas se mentir, il est loin d'être un ange en termes de brutalité. Alors, le personnage de Bugs a une règle très importante. Il ne doit jamais être l'investigateur de la violence. Ainsi, la majeure partie du temps, le lapin vaque à ses occupations et c'est l'antagoniste qui vient le déranger. D'une manière ou d'une autre, la violence n'est plus que de la légitime défense, et donc, je présume que ça passe, mais l'intelligence de notre lièvre n'est pas aussi grande qu'il voudrait nous le faire croire. On est plus là devant un schéma où ce sont ses adversaires qui sont surtout plus stupides que lui, et se font donc rapidement berner. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, Daffy, avec qui il aura une rivalité, fait très souvent jeu égal avec lui, déjouant ses pièges, autant que Bugs déjoue les siens. Mais il gagne malgré tout à la fin, faut pas déconner. À ce jour, seulement 4 adversaires arriveront à vaincre le lapin à son propre jeu. Cecil Turtle, qui gagnera la course contre Bugs en trichant, la souris de Rhapsody Rabbit, désolé à l'appâtement, qui nous mettra presque le lièvre hors de lui, une simple mouche lors de Baton Bunny, qui là réussira à l'énerver, et le Gremlins de Falling Hair. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Mais Bugs a aussi eu quelques dérapages dans sa carrière, devenant l'antagoniste. Que ce soit d'aller directement faire des farces à répétition contre Elmer Fudd, ou en se montrant beaucoup plus sadique, ayant les pleins pouvoirs de création contre un canard. Cependant, sa véritable incarnation de méchant, c'est dans le western Buckaroo Bugs, où il tiendra le rôle du maraudeur masqué voleur de carottes, et se fera poursuivre par le chasseur de primes Red Ryder. La plus grande force de Bugs, c'est aussi sa capacité à se déguiser, à la star de Daffy, à la différence qu'il ne le fait pas pour parodier des personnages célèbres, mais encore une fois, pour tromper ses ennemis. Ainsi, on peut le voir en tant que fakir, gentleman, boulanger, ou encore policier, et le tout avec une efficacité assez remarquable, puisqu'aucun ennemi ne verra la supercherie. Enfin, à part deux, Cécile la tortue et Daffy le canard. Mais son costume le plus célèbre, ça reste celui de la lapine fatale. D'habitude, c'est moi qui joue la femme fatale, Trésor. Allant même jusqu'à se faire passer la bague au doigt par Sam le pirate. Du moins avant que ce dernier ne remarque sa queue de lapin. À noter que Bugs se mariera également 2 fois avec Elmer Fudd, mais en inversant cette fois-ci les rôles. Le chasseur devenant la mariée. Alors, il y a juste un truc qui me chiffonne depuis tout à l'heure. Tu parles de Bugs comme s'il était un lapin ou un lièvre. Mais c'est pas vraiment le même animal. En réalité, personne ne s'est jamais réellement mis d'accord sur la véritable nature de la bestiole. Il est dépeint dans les courts-métrages comme l'un ou l'autre selon les besoins, le plus souvent d'ailleurs en raison d'un jeu de mots avec le titre, ce qui fait qu'il est plus souvent référencé comme un lièvre dans les titres, mais ses adversaires l'identifient comme un lapin. À l'instar du cochon et du canard, Bugs a également participé à la Seconde Guerre mondiale, en allant faire ses facéties auprès d'un Allemand ou d'un Italien. Durant cette période, il recevra même le titre de sergent-chef honoraire du corps des marines. Et c'est pas une blague. Il est même devenu la mascotte officielle de l'aérodrome militaire de Kingman et se retrouvera sur le logo de l'escadron d'avions de chasse VMFA 242 en train de chevaucher une bombe. Non mais je juge pas.
L'autre grande passion de Bugs, ce sont les voyages. On le voit très souvent creuser son terrier à travers tout le pays, voire même jusqu'à l'autre bout du monde, ici par exemple, l'Himalaya. Ce qui fait une fameuse trotte d'environ 25 000 km. Tout ça parce qu'il aurait dû tourner à droite à Albuquerque. Cherchez pas, c'est pas une vraie ville. Il a un tellement mauvais sens de l'orientation qu'il se perdra parfois dans d'autres courts-métrages. What's up, Doc? Well, what do you know? Bugs Bunny. Et c'est ainsi que Bugs volera la vedette pour devenir le lapin le plus célèbre du 7e art. Voire le plus célèbre tout court et la mascotte des Toons ainsi que de la Warner. Même dans le monde de l'animation, il joue des coudes avec Mickey Mouse en termes de popularité et d'importance. La souris qu'il aura certes battue en obtenant un Oscar et son étoile sur le Walk of Fame avant le lapin, mais qui a dû s'incliner face à lui fin des années 90 en devenant le premier personnage d'animation à voir son effigie sur un timbre. C'est quand même triste pour ce pauvre Daffy de s'être fait voler la place. Oh, ça a été difficile au début, mais aujourd'hui les deux se considèrent comme étant meilleurs amis. Carotte? Non, merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Crypt Speaker. Wow!